Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette présentation justement sur un sujet qui me tient assez à cœur, que j'ai pas mal travaillé, pas mal réfléchi justement à ce sujet et donc ravi de pouvoir un peu partager ces réflexions avec vous. Donc le sujet de cette conférence sur l'utilité des zooophages dans le mouvement animaliste. C'est un sujet que je vais aborder en 4 points. Tout d'abord, le véganisme, une définition pas si claire. Ensuite, le deuxième point, refuser la course à la cohérence. Ensuite, la stratégie du boycott, une utilité douteuse. Et finalement, pourquoi intégrer des zoophages à notre mouvement. Alors, si on commence par la première partie, sur le véganisme, une définition pas si claire. On dit, à l'origine, était la Vegan Society. En gros, on a une définition un peu officielle du véganisme, si on peut dire comme ça. C'est celle de la Vegan Society, que j'ai traduite ici en français. Le véganisme est un mode de vie qui cherche à exclure, autant qu'il est possible et praticable, toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux pour l'alimentation, l'habillement ou n'importe quel autre usage. Bon, on se dit, c'est simple. En fait, d'un côté, on a les zoophages, ceux qui mangent des animaux. Ensuite, on a les végétariens, les végétariennes, qui mangent des œufs, du lait, du miel. On a les personnes végétaliennes, qui dans l'absolu pourraient justement ne pas manger de lait ou ne pas boire de lait, mais aller dans des corridas. Et à côté, on a finalement les personnes véganes, qui sont des personnes parfaites, comme vous le savez, qui sont 100% cruelty-free. Oui, mais non. Parce que vegan, on a justement ce début, on considère souvent que c'est la fin du parcours, mais en fait la question c'est où est-ce qu'on s'arrête, parce qu'on peut se poser la question pour quantité justement d'ingrédients qui, pour certaines personnes, sont considérés comme vegan, pour d'autres ne le sont pas. Un exemple, c'est les E542 ou des additifs alimentaires. Parfois ils sont vegan, parfois ils ne le sont pas. Est-ce que quelqu'un qui mange des additifs alimentaires est vegan ou pas? Est-ce qu'une personne qui consomme de l'huile de palme est vegan ou pas? Étant donné que ça déforeste et que donc on tue des orang-outans. Est-ce qu'une personne qui boit du vin est vegan? Parce que les vins sont traités ou sont filtrés notamment? Non, on ne doit pas boire de vin en tant que vegan. Est-ce qu'une personne qui mange des noix de coco est vegan? Parce qu'on doit avoir des singes pour aller récolter ces noix de coco parfois. Est-ce qu'une personne qui a une voiture est végane? Parce que dans les pneus, il y a notamment justement je ne sais plus, c'est des insectes ou quel produit animal qui se trouve dedans. Donc en tant que végane, vous ne pouvez pas avoir de voiture, pas prendre les transports en commun, ou en tout cas pas le bus, le train ça va parce qu'il n'y a pas de pneus. Est-ce qu'une personne végane peut manger des avocats? Non, parce que les avocats, au cas où vous ne le sauriez pas, au niveau de la pollinisation, ça nécessite de déplacer de grandes quantités de ruches avec des milliards d'abeilles qui sont utilisées uniquement pour la pollinisation des avocats. Donc, si le miel n'est pas acceptable, par conséquent, les avocats devraient ne pas l'être non plus. Les amandes ne sont pas véganes. Il y a même un site en anglais qui s'appelle Almonds are not vegan. Si ça vous intéresse, pour les mêmes raisons que les avocats, ces amandes ne sont pas véganes, étant donné que pour la pollinisation, ça nécessite l'exploitation d'abeilles. L'argent n'est pas vegan, ou en tout cas, les livres sterling ne sont pas véganes, puisqu'elles contiennent, je crois, du suif de porc, et que justement, le gouvernement a jugé que c'était plus rentable de mettre ce suif de porc que d'éviter de le faire. Et puis, on pourrait encore aller plus loin. Les légumes, ça n'est pas vegan non plus, parce que pour produire des légumes, produire des céréales et des légumineuses, il faut par exemple des machines agricoles, et lors de la récolte, ces machines agricoles vont parfois tuer des mulots, des souris, plein de petits animaux, et par conséquent, en consommant des légumes, on cautionne ce type d'exploitation et de meurtre des animaux qui sont peut-être pas faits, c'est pas un meurtre qu'on a commandité ou qu'on voulait, mais c'est quand même nous qui sommes directement responsables de ça. Donc on se rend compte que le vegan qui semblait être clair, on peut l'arrêter. Ou justement là c'est plus très clair. Et on peut même aller vraiment dans une absurde recherche de pureté. Ça c'est tiré d'un exemple, d'un article que j'ai trouvé dans un journal suisse. McDo lance un burger végétarien qui ne l'est pas. Et j'ai tiré ces 2 citations de cet article.
Tout d'abord, on nous dit, avec l'équipement dont nous disposons, nous devons cuire la galette dans la même huile que celle utilisée pour d'autres produits comme les McChicken, a expliqué le directeur de McDonald's Nouvelle-Zélande. Et ensuite, un peu plus bas, on a même cette explication incroyable. McDo a aussi lancé un vegan-friendly Happy Meal qui n'est pas parfaitement vegan, puisque la pâte de sa tortilla passe dans le même grille-pain que les buns qui contiennent du lait. Donc là, on se dit, genre, ça n'a plus aucun sens. On est parti de quelque chose qui partait d'une bonne volonté d'aider les animaux et on arrive à ne plus vouloir utiliser le même grille-pain que quelqu'un d'autre qui, lui, aura utilisé un grille-pain avec un toast qui a peut-être du lait et donc ça risque de me contaminer. Donc on est vraiment dans une recherche de pureté. Une recherche de pureté qui nous fait passer pour des personnes sectaires et je pense à juste titre parce que même la vegan police que personne n'aime n'irait pas aussi loin que ça. Et le pire, c'est que justement, ça n'aide même pas les animaux. Le fait que votre pain hamburger soit passé dans le même grille-pain qu'un pain hamburger pas vegan, je ne vois pas en quoi ça va aider les animaux ou pas. Et pourtant, on arrive à des absurdités pareilles. Donc, ce que je veux défendre, pour ma part, c'est de dire, plutôt qu'essayer d'aller toujours plus loin dans le véganisme, en fait, on devrait plutôt militer. C'est en gros militer plutôt que se purifier. Et cette citation de J.C. Rees, je la trouve très, très intéressante, c'est de dire « Nous voulons sans doute répondre à un crime moral de l'ampleur de l'élevage par des mesures véhémentes et radicales, c'est ce qu'ils méritent, mais ce n'est pas nécessairement ce dont les animaux ont besoin. Les animaux désespérés se fichent de notre pureté. » Et je pense que c'est exactement ça. Les animaux n'ont pas besoin qu'on soit pur, ils ont besoin qu'on soit efficace. Et qu'est-ce qui est efficace? Ça, c'est justement une grande question. Donc maintenant, on a vu un certain nombre d'ingrédients dont on n'était pas forcément d'accord de savoir est-ce qu'ils sont véganes ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vegan, mais concernant des comportements. Alors là, je vais vous faire une liste de différents comportements. Je ne vais pas avoir un avis personnel de dire c'est vegan ou ça ne l'est pas. Je vais juste poser ces questions. À vous ensuite de décider si vous considérez ça comme vegan ou pas. Selon la définition du véganisme, je dirais que ça devrait correspondre. Manger vegan dans un Buffalo Grill, est-ce que c'est vegan? On sent qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu gênant là-dedans. Est-ce que payer des impôts, c'est vegan? Parce que les impôts, ils servent notamment aux subventions agricoles, les subventions agricoles qui donc vont aider des éleveurs à exploiter des animaux. Est-ce que déposer son argent à la banque, c'est vegan? Parce que pour les mêmes raisons, en fait, l'argent va servir à ensuite accorder des prêts ou des subventions à des éleveurs pour agrandir leur exploitation, par exemple. Est-ce qu'avoir un animal carnivore, c'est vegan? Parce qu'on va acheter justement des produits animaux pour cet animal et donc on va clairement entretenir le système qui exploite et qui utilise les animaux. Est-ce que faire ses courses dans un magasin qui vend aussi des produits animaux, c'est vegan? En Suisse, les deux plus grandes chaînes de magasins, que sont la Migros et la Coop, sont, en fait, c'est les mêmes, je dirais, pratiquement les seuls magasins qui existent en Suisse. Pas exactement, mais c'est vraiment les plus présents. Et pourtant, ces deux enseignes-là sont aussi les plus grands meurtriers d'animaux en Suisse parce qu'ils possèdent plein d'abattoirs, plein d'élevages, et c'est vraiment une atrocité au niveau justement du traitement des animaux. Et pourtant, on va faire nos courses dans ces magasins en achetant des produits véganes comme si rien n'était. Est-ce que c'est vegan de travailler? Parce que si vous travaillez bien, que votre patron fait un bénéfice grâce à vous à la fin de l'année, peut-être que pour fêter ça, il va s'acheter une super tranche de foie gras et il va le manger ravi. Donc concrètement, grâce à votre travail, vous avez enrichi votre patron qui, lui, va manger du foie gras. Donc travailler pour un patron qui n'est pas vegan, ça ne devrait pas être vegan. Est-ce que manger une plante qui serait sentiente, est-ce que ça serait vegan? Selon la définition du véganisme, si on veut éviter les produits issus de l'exploitation animale, une plante, ce n'est pas issu de l'exploitation animale, donc je peux la manger, sauf qu'elle est sentiente. La définition du véganisme, elle pose des codes. Est-ce qu'avoir des amis spécistes, c'est vegan? On sait bien qu'on n'aurait par exemple pas d'amis racistes, surtout pas d'amis sexistes non plus. Pourtant, des amis spécistes, ouais, ça nous gêne un peu, mais voilà, on s'en choque. Ça ne nous choque pas plus. Pourquoi?
Et bien évidemment, on pourrait encore continuer un certain nombre d'exemples, là c'en est quelques-uns. Maintenant, si on part dans l'autre sens, de dire voilà tous les arguments qui sont considérés comme véganes et qui ne le sont pas, maintenant voilà les comportements qui sont considérés comme pas véganes, et moi je pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne le seraient pas. De nouveau, je n'ai pas de réponse définitive, c'est uniquement des questions. Est-ce que manger des œufs de poule que l'on a sauvés, pourquoi est-ce que ça ne serait pas vegan? Elles n'ont pas été exploitées pour ça, on ne va pas enrichir l'exploitation animale pour ça. Pourquoi est-ce que ça poserait un problème? Pour autant qu'elles n'en veuillent pas, mais évidemment, je parle des poules. Manger des moules ou des huîtres, si elles ne sont pas sentientes, quel problème moral à ça? Manger de la viande de récup, c'est ce qu'on appelle le friganisme, d'aller récupérer justement dans un container de la viande qui va être sinon pourrie ou jetée. Pourquoi ça ne serait pas vegan? On n'entretient pas justement l'exploitation animale. Manger des animaux tués sur la route, de nouveau, on ne participe pas à l'exploitation, ils ne sont pas morts pour ça. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Il y a justement ce reportage que personnellement je vous recommande vivement d'aller voir. La personne justement en question est antispéciste, je pense qu'elle est profondément antispéciste, elle dit que c'est immoral de tuer des animaux, sauf qu'elle n'en est pas consciente. Et on voit que son comportement, il va ramasser des animaux morts à côté de la route et se faire, par exemple, justement, un ragoût de blaireau. Ça ne fait pas très envie, mais fondamentalement, je ne vois pas le problème éthique avec ça. Donc, pourquoi est-ce que ça ne serait pas vegan? Manger de la viande de culture aussi, on peut se poser la question, ça n'a pas participé à l'exploitation animale, c'est de la viande, oui, mais ça a tué personne. Pourquoi ça ne serait pas vegan? Et bien évidemment, on peut continuer encore les exemples pendant longtemps. Et maintenant, autre sujet, la zoophagie non fautive. Il y a parfois, à mon avis, des exemples où des gens peuvent manger des animaux sans être considérés comme étant fautifs ou faire quelque chose de mal moralement. Une personne qui serait infiltrée, par exemple par L214, en tant qu'employé d'abattoir et qui va faire une super enquête, si elle mange justement à la cantine de l'abattoir et qu'elle mange un steak haché pour justement garder sa couverture, est-ce que c'est vraiment fautif de sa part? Un ou une jeune qui n'a pas le choix de ses repas en famille. Il aimerait vraiment pouvoir, mais en fait, non, sa famille ne le laisse pas ou la laisse pas ou le laisse pas faire ça. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Une personne en situation précaire, notamment justement des personnes sans domicile fixe, est-ce qu'on peut leur en vouloir de manger finalement ce qu'il aurait proposé, parce qu'elles n'ont pas le choix forcément de ce qu'il aurait donné, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Et finalement, des habitants et habitantes de pays pauvres qui dépendent de la chasse ou de la pêche pour survivre, est-ce qu'on peut leur en vouloir de manger des animaux? Donc là, on voit qu'en fait, la définition du véganisme, elle pose quand même un certain nombre de cols. Et si on veut pousser ça presque à l'absurde, on peut arriver à des situations comme ça. La définition, c'est exclure autant qu'il est possible et praticable. Donc, en l'occurrence, vous avez devant vous deux personnes 100% véganes. Elles mangent que de la viande, elles se vêtissent de fourrure, pourtant elles sont véganes. Parce que selon la définition de véganisme, elles excluent autant qu'il est possible et praticable pour elles les produits issus de l'exploitation animale, à savoir, ce n'est pas du tout possible pour elles. Donc, selon la définition du véganisme, ces personnes sont véganes. On se rend compte en fait qu'on nage en plein brouillard. Cette définition du véganisme ne nous apprend pas grand-chose. Elle n'est pas claire sur certains points. On ne sait pas jusqu'à où est-ce qu'il faut aller. On ne sait pas ce qui est vegan, ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste? C'est du brouillard. Donc, personnellement, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt que se concentrer sur une définition, concentrons-nous sur une réflexion. De dire, j'ai le droit de manger des animaux, mais je ne le veux pas. Cette nuance entre le pouvoir et vouloir est très importante. Parce que ce n'est pas le dieu tofu qui nous a donné les tables de la loi en disant « tu mangeras du tofu de 7 ans et des pois chiches », c'est quelque chose qui vient de nous. On se dit « ah mais en fait, moi, tuer des animaux, c'est immoral, donc je ne le fais pas. J'ai le droit de le faire, mais je ne veux pas le faire. »
Donc, en fait, c'est parce que l'on ne mange pas d'animaux que l'on est vegan et pas le contraire. Et je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est quelque chose qui vient de nous. C'est pas, on n'essaye pas d'appliquer une définition en se disant « moi, je vais être vegan selon la définition, donc je vais appliquer la définition ». Ce qui est logique de faire, c'est d'avoir une réflexion, de se poser la question « qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste ?» et d'agir en fonction. Et pas en fonction d'une définition. La définition du véganisme, elle ne nous apprend pas grand-chose finalement. Et je pense qu'il faut vraiment plus miser sur la réflexion éthique plutôt qu'essayer de coller à une étiquette. Donc, si on résume un peu cette première partie, on s'est rendu compte que la limite du véganisme n'est pas si claire que ça. On peut aller vraiment à des absurdités comme justement ces hamburgers qui sont cuits dans des grille-pains. Enfin bon, ça devient absurde. Être 100% vegan, ça impliquerait au final d'être ermite dans la montagne, de ne plus participer à la société. En gros, on pourrait un peu reprendre cette citation, de dire, mais en fait, un bon vegan, c'est un vegan mort. Parce que simplement en vivant, on va parfois écraser une fourmi. Donc oui, on fera du mal à des animaux. Je pense qu'il faut juste l'accepter. Ensuite, ne pas être vegan, c'est parfois non fautif ou plus efficace. Non fautif, par exemple, on a vu justement un jeune qui est dans sa famille et qui n'a pas le choix de ce qu'il peut manger, on ne peut pas lui en vouloir. Ou plus efficace, le fait d'un ou d'une enquêtrice en abattoir qui va, d'accord, manger parfois un steak pour garder sa couverture et pouvoir faire une enquête, mais cette enquête, elle va avoir une retombée médiatique phénoménale. Et finalement, le dernier point qui personnellement me tient assez à cœur, c'est qu'en fait, antispécisme et véganisme ne sont pas nécessairement liés. On peut être antispéciste et pas vegan. C'est l'exemple justement d'un jeune qui est d'accord qu'il ne faudrait pas tuer les animaux, sauf qu'on ne lui laisse pas le choix. Donc, il est vraiment antispéciste, mais il n'est pas vegan parce qu'il ne peut pas pratiquer ça. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont véganes, mais qui ne sont pas antispécistes. Des personnes qui diraient, en fait, ah, mais moi, je ne pourrais pas tuer un animal, mais si toi, tu peux et que tu as ta conscience tranquille avec ça, c'est ton problème. Cette personne, elle est végane selon la définition, mais elle n'est pas antispéciste. Donc, les deux ne sont pas nécessairement liés. Si on passe maintenant à la deuxième partie de cette présentation, refuser la course à la cohérence. La situation actuelle, c'est ça. On nous dit, j'accuse les véganes de ne pas être cohérents. Ça, c'est la société de manière générale. On nous pointe du doigt, vous n'êtes pas cohérents. Nous, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse? Une réponse qui est totalement inappropriée de mon point de vue, à savoir, on va essayer d'être le plus cohérent possible. Je serai bientôt parfaitement cohérent. Et en gros, comme ce hamster, on court dans une roue, mais c'est une roue sans fin. On ne peut jamais être parfaitement cohérent. On l'a vu un peu avant avec les différents exemples que j'ai donnés. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas essayer de courir comme le hamster. Ce qu'il faut faire, c'est refuser cette course à la cohérence. Refuser cette course parce qu'on vit dans une société spéciste, entourée de spécistes, avec des entreprises spécistes, une culture spéciste, une éducation spéciste, des institutions spécistes, et on exige de nous que l'on boycotte parfaitement tout ce qui contribue à l'exploitation animale. C'est absurde, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle un sophisme de la solution parfaite. On nous demande d'être des saintes et des saints. On nous demande d'être des gens qui ne peuvent pas exister dans ce monde, dans le monde réel. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut refuser cette course à la cohérence. Ensuite, ce qu'il faut faire après avoir refusé cette course, c'est changer d'identité. Ce descendant de veggie, je le trouve vraiment parlant pour ça, de dire, mais si j'achète ça et que ces mono- et diglycérides d'acides gras sont d'origine animale, la libération animale n'aura jamais lieu. On a été conditionné d'une manière qui nous fait penser que la libération animale se joue dans notre caddie. Elle ne se joue pas au niveau des lois, elle ne se joue pas au niveau politique, au niveau des élections, au niveau de la rue, des manifestations. Elle se joue quand on choisit notre steak pour savoir si le mono- et diglycéride d'acides gras sont d'origine animale ou pas. Parce qu'on est parti dans une sorte de quête de pureté qui n'a plus beaucoup de sens, voire aucun sens, pour être très clair. Changer d'identité, là je vous donne un exemple d'un article du Monde que je trouve
incroyable. Face à eux, les militants de l'association L214 ne perdent pas patience, fourbissent leurs arguments, affinent leur tractage. À aucun moment, ils ne haussent le ton, mais jamais ils ne baissent leur garde. Tous les jours, maintenant, ils se confrontent au terrain, à cette opinion publique qu'ils voudraient bien voir basculer de leur côté, celui des défenseurs des animaux, des pourfendeurs de l'exploitation des bêtes, des guerriers de la discrimination spéciste, des véganes, en somme. Une nouvelle génération d'êtres humains, selon les termes d'un avocat du procès de l'abattoir du Vigan, qui exclut de leur quotidien tout produit d'origine animale, viande, lait, poisson, œufs, miel, cuir, laine, cosmétiques. Et on pourrait bien sûr continuer la liste jusqu'à l'absurde comme on l'a vu avant. On est parti de quelque chose où on nous parlait de pourfendeurs de l'exploitation des bêtes, de guerriers de la discrimination spéciste, genre moi, au niveau du moral et de mon identité, je me sens, c'est juste génial. Genre, j'ai envie d'être un pourfendeur de la discrimination spéciste. Mais genre, une ligne après, on nous rabaisse à notre caddie de course. Et on nous fait une liste longue comme le bras d'interdits alimentaires, de savoir, vous n'avez pas le droit de manger ça, 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 ça. Et on s'étonne après qu'on nous prenne pour une religion. On s'étonne après qu'on nous prenne pour des gens sectaires qui vont appliquer un dogme de dire ça c'est vegan, ça c'est pas vegan, comme ça c'est halal, ça c'est pas halal, ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. La réaction que j'ai face à cet article, moi c'est vraiment ça. C'était tellement bien parti et on retombe dans un truc complètement dépolitisé, nul. Moi ça me dégoûte. Et vraiment, c'est quelque chose qui me fait monter dans les tours assez rapidement pour ce genre de truc. Alors pourquoi ça va marcher? Donc, j'ai proposé justement ces deux solutions, de refuser la course et de changer d'identité. Pourquoi ça va marcher? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les spécistes sont incohérents et incohérentes. Ils disent aimer les animaux et pourtant ils les mangent. On voit, devine quoi, les plantes souffrent quand on les coupe, mais en fait, ils s'en fichent complètement. Ils sont profondément incohérents. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on peut dire « Ah, mais en fait, toi aussi, tu es incohérent. » Et dans quoi on va tomber? Des attaques ad hominem, de dire « Ah, mais en fait, oui, justement, j'ai une opinion, fuck you. En gros, oui, mais moi, je suis incohérent. Ouais, d'accord, je suis un vegan incohérent. Ouais, mais toi, tu es plus incohérent en tant que, justement, spéciste parce que tu dis que tu aimes les animaux et machin. Ouais, mais tu es plus incohérent parce que machin. » Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va s'attaquer parmi. On va justement jeter des noms d'oiseaux à la figure, s'insulter, et on ne va pas du tout avancer au niveau du débat. Alors que si on refusait justement cette course à la cohérence, on pourrait aborder des sujets de fond, les arguments. Pas arrêter de s'insulter, mais commencer à traiter des arguments. Je pense que tuer des animaux est immoral si ce n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce que tu penses le contraire? Et là, on commence à avoir une discussion intéressante. Et maintenant, je vais vous présenter l'épreuve du moustique. Vous êtes justement chez vous, tout d'un coup, lorsque je suis en train de faire ma présentation, un moustique se pose sur votre bras. Vous avez deux choix, soit vous l'écrasez, légitime défense, soit en fait, vous le laissez piquer, vous le regardez et puis vous vous dites « Ah, en fait, c'est plutôt cool, comme ça il sera content, il pourra rentrer chez lui, nourrir ses enfants ou j'en sais trop rien. » Deux solutions, soit l'écraser, soit le laisser nous piquer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on le laisse nous écraser, si on l'écrase, on va nous dire « Ah, mais en fait, t'es pas cohérent, tu dis que tous les animaux méritent de vivre, mais t'écrases un moustique, c'est trop nul, t'es pas cohérent, tout ce que tu dis, c'est de la merde. » Ok, bon, alors on remonte dans le temps. On va dire, je ne veux pas être pas cohérent, donc cette fois, je vais le laisser me piquer. On le laisse me piquer, et puis la personne en face, la personne spéciste, qu'est-ce qu'elle va nous répondre? Ah, mais t'es complètement débile, laisser te piquer par un moustique, genre t'es complètement extrémiste. Concrètement, quoi qu'on fasse, on le laisse nous piquer, on l'écrase, dans tous les cas, on est perdant. Parce que les axes de la cohérence et de l'extrémisme sont parallèles et vont dans la même direction. Dans tous les cas, c'est foutu. Qu'on écrase le moustique, on n'est pas cohérent.
qu'on le laisse qu'on le laisse vivre, on est extrémiste. Dans tous les cas, on est perdant. Et la cohérence, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vertu logique et non une vertu éthique. Et cette citation de David Olivier, je trouve, l'exprime très bien. C'est-à-dire que la cohérence est une vertu logique, pas éthique. Le mangeur de viande indifférent au sort des animaux est aussi cohérent que le vegan opposé à leur exploitation, mais éthiquement, sa position est un double mal. C'est bien pire que la position pourtant incohérente de qui est choqué par le traitement des vaches laitières, mais parfois consomme du fromage. Genre, je peux pas le dire mieux. Et des exemples d'incohérence, on en a de nombreux. Quand une personne qui fume nous dit « Ah mais en fait, arrête, non, surtout commence pas à fumer, c'est trop de la merde ». Ou alors qu'elle nous dit « Il faudrait interdire la vente de tabac ». On trouve ça pas cohérent, mais finalement, on trouve que son avis, il est parfaitement valable. On va dire, ouais, mais il pense qu'il faut interdire la vente de tabac. Ouais, je pense que son avis, il est valable. Une personne qui nous dit, je suis contre le travail forcé pour extraire des métaux rares, bah, même si elle a un iPhone ou un smartphone, son avis, on considérera que oui, il est valable. Elle est vraiment contre le travail forcé pour extraire des métaux rares. Même si, à titre personnel, bah, finalement, elle profite de ce travail forcé quand même. On ne dirait jamais, en fait, à une de ces personnes, « Ah, mais attends, mais tais-toi, tu peux rien dire. » Non, surtout pas. Tant que tu n'as pas plus de smartphone, tu ne pourras pas dire que tu es contre le travail forcé. C'est trop incohérent, tu ne peux pas dire ça, etc. On se rend compte que ces arguments-là, on les présente uniquement à des personnes antispécistes ou des personnes véganes. On ne va jamais le dire à des personnes comme une personne qui fume ou une personne qui est opposée au travail forcé, mais qui aurait un smartphone. Et on peut aller même beaucoup plus loin, de dire, mais en fait, un homme qui est contre le sexisme, c'est un bel exemple d'incohérence. Parce que, bah, en tant qu'homme, on profite, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, du sexisme. On peut se balader la nuit ou le soir sans avoir peur de se faire agresser. On a potentiellement un meilleur salaire. On est peut-être plus écouté. Toutes ces choses, on en profite, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, en fait, un homme qui dirait « je suis contre le sexisme », on devrait, selon toute vraisemblance ou selon toute logique, lui dire « mais en fait, non, tu ne peux pas être contre le sexisme parce que tu en profites et donc tu ne peux pas et donc tu es sexiste et c'est juste fini ». On se rend compte qu'en fait, on est exactement, en tant que personne antispéciste, dans la même position que cette personne-là. On va dire « je suis contre le spécisme ». Oui, je suis conscient d'en profiter. Oui, parfois, il m'arrive de ne pas être cohérent et de consommer justement des produits issus d'exploitation animale. Oui, quand je vais dans la rue, j'écrase une fourmi. Et alors, je suis quand même contre le spécisme et ma position est défendable, est valable, est logique. Et on doit pouvoir traiter de nos arguments et pas de notre personne, de nos attaques personnelles en fait. Refuser cette course à cohérence, ça permet également de désarmer nos adversaires. Si on leur répond « et alors ?» Quand quelqu'un va vous dire « ah mais en fait, ouais mais je t'ai vu, tu as des chaussures en cuir ». Là, ce qu'on peut faire, c'est soit comme le hamster qu'on a vu au début, essayer de courir pour dire « ah mais en fait, il faut être parfaitement cohérent ». On va lui dire « ouais mais ça fait longtemps que je ne les ai pas achetés » ou « c'est de la seconde main » ou Dieu sait quel truc, quelle invention on a pu sortir ou excuse on a pu sortir sur le moment. Ou alors, on peut lui répondre « et alors ?» Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que quand on répond « et alors ?» nos adversaires, ils se retrouvent mais comme des imbéciles. Parce que la cohérence, c'est une arme, c'est vraiment une arme qu'ils utilisent contre nous. Si on ne reconnaît pas cette arme, ben en fait, elle ne nous fait plus de mal. Et ils se retrouvent, mais vraiment, le bec dans l'eau. Donc, le fait de leur dire « et alors ?» ça permet d'évacuer complètement cet aspect cohérence. Et puis, tout d'un coup, on va commencer enfin à traiter les sujets de fond, à savoir nos arguments de pourquoi c'est immoral de tuer les animaux sans nécessité. Donc, vraiment, désarmer nos adversaires, refuser cette course à la cohérence, ça permet de les désarmer.
Et je vous donne un exemple ou un truc à imaginer. Imaginez un article comme ça qui dirait « Un abattoir occupé par des mangeurs d'animaux. Ces lieux violents doivent tous fermer, affirme leur meneuse. Le ministre condamne vivement cette action pacifique menée par des gens normaux. » Si on avait ça une fois dans les médias, genre, moi, je serais ravi. Ça serait génial. Parce que là, les personnes ne pourraient plus dire « Ah, mais c'est des véganes qui font ces actions. » Et puis les véganes, c'est tous des extrémistes, c'est tous des imbéciles, c'est tous des machins. Donc, ils seraient tout d'un coup confrontés à des personnes comme elles qui font des actions avec lesquelles, en fait, ils ne sont pas d'accord de dire il faut arrêter de tuer des animaux. Et en fait, ils seraient obligés de réfléchir à ces arguments. Ils ne pourraient plus mettre l'accent sur ce truc de dire est-ce qu'ils mangent des animaux ou pas, est-ce qu'ils sont cohérents ou pas. Là, ils seraient obligés d'aborder les arguments de fond, à savoir pourquoi est-ce qu'ils demandent de fermer des abattoirs. Donc, si on résume cette partie, si on est trop ou pas assez cohérent ou cohérente, on est toujours perdant. Je vous rappelle l'exemple du moustique. Dans tous les cas, c'est foutu pour nous, quoi qu'on fasse. Donc, il faut refuser cette course à la cohérence. Ensuite, cette course à la cohérence, elle met l'accent sur la nourriture aux dépens des animaux. Parce que, on a vu le descendant de veggie devant son caddie. On pense que, en fait, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je ne vais pas manger? Est-ce que ce produit est justement vegan ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et on ne va plus du tout se poser la question de est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste. On ne parle plus des animaux quand on parle de bouffe. Et il faut vraiment s'en rendre compte, le véganisme, souvent, ou en tout cas, si ce n'est pas pour nous, le grand public le considère comme une question alimentaire et pas comme une question de justice. Et le dernier point, c'est qu'être incohérent ou incohérente ne nous rend pas moins crédibles, au contraire. Le fait pour justement les personnes spécistes de se rendre compte qu'une personne est finalement relativement similaire à eux, en fait, j'entends, en tant que vegan, on se considère souvent comme étant un peu parfait. Et les gens nous voient un peu, ah, mais en fait, tu te sens mieux que moi, ou tu te sens supérieur à moi. Si on leur dit non, je ne me sens pas supérieur à toi, moi aussi, je suis imparfait, là, tout d'un coup, les défenses, elles baissent d'un niveau. Et en fait, ça permet justement d'avoir un vrai dialogue grâce à ça. Donc, être incohérent ne nous rend pas moins crédibles. Je pense qu'au contraire, ça nous rend beaucoup plus humains, dans le sens où on se sent plus proche de quelqu'un qui admet justement ne pas être parfait. Et maintenant, si on prend ce troisième point de la stratégie du boycott, une utilité douteuse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un boycott? Un boycott, j'ai essayé de compiler un peu différentes définitions, c'est une entente volontaire visant à infliger un dommage financier ou moral à un individu, à une entreprise ou à un pays. L'objectif de ce refus collectif est d'exercer des représailles ou de faire pression sur la cible pour qu'elle réponde à une demande précise. Donc, en tant qu'antispéciste, je vous demande, on ne s'adresse pas à une seule entreprise, on s'adresse à l'ensemble des entreprises mondiales. Notre demande précise, c'est quoi? C'est la fin du spécisme. Au niveau précision, c'est quand même moyen. Donc, je pose la question, comment est-ce qu'on boycotterait, par exemple, le patriarcat? Le patriarcat ne se boycotte pas, ou on n'imaginerait même pas comment on ferait ça. Comment est-ce qu'on boycotte le capitalisme? À part éventuellement en vivant comme une personne ermite, je ne vois pas. Comment est-ce qu'on boycotte le racisme? Ça ne se boycotte pas. Et pourtant, nous, ce qu'on essaye de faire, en tant que mouvement, c'est de boycotter le spécisme. Ça n'a pas de sens. C'est tous ces mouvements justement de lutte contre le racisme, contre le sexisme, vont miser sur des arguments politiques, vont essayer d'avancer pas une stratégie de boycott, mais une stratégie de faire changer les lois, de militer. Et c'est ça, je pense, vraiment qu'il faudrait qu'on fasse. Et si on prend cet exemple du boycott, il y a deux exemples qu'on peut donner, que je trouve justement qui illustrent bien cette nuance sur qu'est-ce qui est pertinent en tant que boycott ou pas. Les produits issus de l'esclavage, le boycott anglais du sucre et le boycott américain de l'ensemble des produits issus justement de l'exploitation des esclaves. C'est notamment le tabac, le coton, etc.
ce qu'on appelait le Free Produce Movement. Si on prend le premier, le boycott anglais du sucre, c'était limité à un produit symbolique, un produit de luxe. Le sucre, ce n'était pas accessible à tout le monde à l'époque. Il a atteint en fait ce boycott maximum 4 à 6% de la population, mais pourtant c'est un tiers à la moitié des ventes qui étaient concernées par ce boycott. Donc il a eu un impact significatif. Et les participants, et plutôt les participantes, n'auraient pas milité autrement parce que ce boycott a été mené principalement par des femmes qui à l'époque n'avaient pas de pouvoir politique, donc en tant que maîtresses de maison, le seul moyen qu'elles avaient de s'engager pour la lutte contre l'esclavage, c'était en fait cette stratégie-là, à savoir le boycott. Elles ne pouvaient pas faire autre chose, donc c'était une très bonne chose qu'elles décident de boycotter ce produit. Sinon, elles n'auraient pas fait autre chose. Si on compare au Free Produce Movement, lui était d'abord populaire, vraiment populaire parmi les abolitionnistes. Et après justement une vingtaine d'années, il a été abandonné parce que considéré comme étant inefficace. Et des abolitionnistes comme par exemple William Lloyd Garrison, qui est je dirais, s'il y a un peu une figure de l'abolitionnisme de l'esclavage, souvent on parle de lui. Ce personnage disait du boycott. Donc d'abord, il était favorable à ce boycott. Il a beaucoup défendu dans un premier temps. Et à la fin, après justement quelques années, il disait que c'était absurde de vouloir mettre fin à l'esclavage grâce à ce moyen, que c'était injuste d'en vouloir moralement aux consommateurs et consommatrices comme ces produits étaient liés à l'ensemble du système. Et finalement, il mentionne que c'était, et je le cite, une obsession égoïste de pureté personnelle qui détournait les énergies de la lutte. Genre, plus fort que ça, je pense que c'est difficile. Et pourtant, les abolitionnistes de l'esclavage ont abandonné le système du boycott et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Rappelons-le. En tout cas, justement, à l'époque et aux États-Unis. Donc, c'est dans un domaine particulier. Mais ils ont réussi à atteindre cet objectif sans le boycott. Et nous, non, on va continuer avec le boycott un peu jusqu'au bout. Pourquoi? On se retrouve face à mon avis, ce qu'on appelle justement en anglais le moral licensing, le fait de se permettre une action mauvaise parce qu'on en a déjà fait une bonne. Un exemple dans le combat, par exemple, contre le réchauffement climatique, de dire, en fait, faire un voyage en avion parce qu'on va tous les jours en vélo au travail. Une personne qui va tous les jours en vélo aurait l'impression un peu de gagner des points de bon écolo, et donc elle pourra un peu, dans sa tête, piocher des points de bon écolo pour faire un voyage en avion. Ça compense. C'est ça, en gros, le moral licensing. Sauf qu'au niveau du boycott pour nous, justement, je pense que c'est une erreur mortelle, le fait de se dire que la consommation, comme on entend souvent parler, que cette consommation soit considérée un peu comme l'alpha et l'oméga de la lutte. Tout ce qu'on peut faire en tant que militant, c'est de faire en sorte soit d'être encore plus parfait et donc d'être un meilleur consommateur, soit de faire en sorte que les autres soient encore des consommateurs et des consommateurs encore plus efficaces. Et donc, on ne devient pas militant au niveau justement législatif, par exemple, vu qu'on fait tellement en étant vegan. On l'entend souvent, c'est que « Ah, mais vegan, c'est déjà tellement difficile. Ah, mais ou justement des commentaires sur Facebook, on lit régulièrement. Ah, je suis tellement heureux d'être vegan ou végétarien et de ne plus participer à ça. » Concrètement, ce que ça donne, ce système de boycott et la mise en avant de ce boycott, c'est que les gens se disent « Ah, mais en fait, j'ai boycotté, je suis parfait et parfaite, j'ai plus rien d'autre à faire. » Non, en fait, on leur donne, si on veut, un oreiller de paresse en parlant de boycott. Parce que le boycott est presque trop facile. Alors, si elles n'avaient pas la possibilité de boycotter, que le seul moyen de s'engager, c'était justement de militer, de faire des dons à des associations, de justement participer à ces associations d'une manière ou d'une autre, ça serait beaucoup plus efficace, de mon point de vue, pour les animaux. Donc, si on résume cette partie, le boycott d'un système mondial n'est pas un boycott.
on ne boycotte pas le patriarcat de la même manière qu'on ne boycotte pas le spécisme. Ensuite, un boycott symbolique est probablement plus efficace qu'un boycott généralisé, car il laisse plus de place à d'autres formes d'activisme. Là, je reviens à la citation de Garrison qui disait justement que ça détournait les énergies de la lutte. Et je pense que c'est assez juste. C'est que si on voulait vraiment faire un boycott, on pourrait dire qu'on fait un boycott symbolique, comme le sucre, le boycott du sucre anglais, de dire en fait, au niveau animaliste, qu'est-ce qu'on pourrait boycotter de symbolique? Je pense que ce qui serait symbolique, c'est de boycotter la viande, mais de se contenter de boycotter la viande et de ne pas aller plus loin. Parce que ça pourrait se dire, en fait, on est conscient, en fait, en boycottant un aliment symbolique, que ce qui va faire changer le monde, ça n'est pas notre boycott, mais c'est toutes les actions qui se font autour de ce boycott. Alors qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que tout ce qu'on doit faire, c'est boycotter. Boycotter mieux, boycotter plus loin, boycotter à plus de monde. Non, je ne pense pas. Et on évite finalement ce risque de moral licensing, de se dire, en fait, ouais, mais moi je suis vegan, je suis déjà parfait, donc en fait, j'ai plus rien d'autre à faire. Et maintenant, si on arrive à la dernière partie de la présentation et le cœur du sujet, pourquoi intégrer des zoophages à notre mouvement? Pourquoi les intégrer? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça permet un meilleur cadrage. Quand on parle de végétarisme, ça donne ça. Un sondage qui a été fait par Gallup qui dit que 96% de la population pense que manger des animaux ou être végétarien, c'est un choix personnel et personne n'a le droit de me dire ce que je devrais faire. 96%. Genre, il faut se rendre compte que face à nous, on a 96% des gens qui nous disent « Ah, mais en fait, non, ta stratégie de me faire changer pour devenir vegan, non, c'est un choix personnel. » Et pourtant, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans ce même sondage, on apprend que 32% des gens disent que les animaux devraient avoir exactement les mêmes droits que les humains de ne pas être tués ou exploités. Donc, d'un côté, quand on parle de végétarisme, on a 96% des gens qui sont opposés à ce qu'on pense. Et quand on parle des animaux et pas de bouffe, de nouveau, on parle des animaux et pas de bouffe, 32% disent qu'ils devraient avoir exactement les mêmes droits que les humains. Genre, c'est particulièrement fort comme affirmation. Un tiers de la population est en fait clairement antispéciste. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir nos portes. Cette citation de la Vegan Society qui disait, dont on est assez peu conscient en fait, c'est qu'un associé de la Vegan Society ne fait aucune promesse concernant son comportement, mais se déclare en accord avec l'objectif. La porte est donc grande ouverte et la société accueille tous ceux qui se sentent capables de la soutenir. En gros, acceptons celles et ceux qui partagent nos objectifs. On se fiche de savoir ce qu'ils mettent dans leur assiette. Tant qu'ils ont les mêmes objectifs que nous, accueillons-les. Faisons un groupe soudé qui va permettre justement de changer le monde. De toute manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que nous, en tant qu'animalistes, nous n'avons que les oppresseurs et les oppresseuses, pour autant que ça se dise, pour nous rejoindre. Le mouvement féministe pouvait dire, en fait, il y a des femmes justement qui n'ont pas le droit de vote, on va mobiliser des femmes pour qu'elles viennent dans notre mouvement. Des personnes oppressées vont rejoindre ce mouvement. Le mouvement pour l'égalité des droits ou des droits civiques pouvait dire, en fait, je vais mobiliser des personnes noires et puis on va agir ensemble pour se défendre nos propres droits. Sauf que nous, malheureusement, il n'y a jamais une poule qui va pouvoir participer à une marche pour la fermeture des abattoirs. Donc, les seules personnes qui peuvent rejoindre le mouvement animaliste ou le mouvement antispéciste, c'est des personnes qui participent à l'exploitation. Si on ne permet pas à ces personnes de nous rejoindre, personne ne le fera. Donc, en fait, on n'a pas le choix.
Et maintenant, on arrive à cette partie de la présentation qui, de mon point de vue, est vraiment importante. C'est de constater qu'en fait, les gens sont d'accord avec nous. Ils sont déjà d'accord avec nous. Et j'ai 3 exemples pour vous prouver ça. Tout d'abord, le cas des œufs de poule en cage en Autriche. Ensuite, un sondage de Sentience Institute aux USA, qui a été répliqué par une université d'Oklahoma. Et finalement, un sondage de Tirim Focus en Suisse. Prenons le premier exemple. Le cas des œufs de poule en cage, qui a été fait, un sondage qui a été fait en Autriche, qui demandait aux gens comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette affirmation « Je suis pour l'interdiction des cages de batterie ». Et il précisait dans ce sondage, si justement l'interdiction passait, le prix des œufs augmenterait et donc ça serait plus cher d'en consommer. 86% des gens disent « Oui, je suis d'accord, je suis vraiment pour l'interdiction des cages de batterie, même si ça devait devenir plus cher ». Et dans le même temps, en Autriche, à la même époque, la consommation des œufs, elle ressemblait à ça. À savoir que 80% des œufs, c'est des œufs de batterie. Donc d'un côté, les gens sont vraiment favorables à l'interdiction des cages de batterie, ils seraient prêts à payer plus, en tout cas ils disent prêts à payer plus, mais quand en fait ils se retrouvent devant un rayon, ben, en fait ils oublient juste le plus simple, ils vont au plus simple et ils consomment ce qu'il y a devant eux, à savoir des œufs de batterie. Donc les gens ont des convictions, mais ne les mettent pas en pratique. Ils ont ces convictions, mais ils ne les mettent pas en pratique. Autre exemple, le sondage de Sentience Institute aux États-Unis. Un sondage dans lequel on apprend que 42% des Américains sont favorables à l'interdiction de l'élevage industriel, 42% sont favorables à l'interdiction des abattoirs. Je redis encore une fois, parce que c'est un chiffre qui mérite d'être dit, 42% sont favorables à l'interdiction des abattoirs. Je ne vous apprends rien, il n'y a pas 42% de véganes ou de végétariens aux États-Unis. Et finalement, 29% qui sont favorables à l'abolition de l'élevage. Donc face à ça, on se dit, ben, il y a un bug. Genre, ils sont favorables à l'interdiction des abattoirs, mais ils sont moins favorables à l'abolition de l'élevage, alors que finalement, les deux vont de pair. Donc, l'université d'Oklahoma s'est dit, il y a un truc qui ne joue pas, on va refaire ce sondage pour être sûr. Ils ont refait ce sondage, ils n'ont pas obtenu 42%, mais 47% qui étaient favorables à l'interdiction des abattoirs. Incroyable! Près d'un Américain sur 2 est favorable à l'interdiction des abattoirs. Ils se sont dit, mais ils n'ont pas dû comprendre la question, ils sont complètement idiots et il y a un truc qui n'a pas été clair. Il faut leur demander s'ils savent ce que c'est qu'un abattoir. Ben, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils leur ont posé la question. Êtes-vous conscient que les abattoirs sont les endroits où on tue les animaux d'élevage pour les transformer en viande et que sans cela, vous ne pourriez pas manger de la viande? Ben, 73% des gens répondent « Oui, je suis conscient de ça et je suis quand même favorable à la fermeture des abattoirs ». Ce qui nous fait un total corrigé de 34% de la population des États-Unis qui est favorable à l'interdiction des abattoirs et au fait de ne plus manger de viande. Pour moi, c'est un résultat exceptionnel, incroyable, dont on n'a pas conscience. Et le dernier exemple, c'est un exemple suisse, un sondage de l'association Tirim Focus. Même question, abolition, fermeture des abattoirs. Ben, en fait, on constate que 17% de la population suisse est favorable à la fermeture des abattoirs. Il y a 11% de la population alémanique et 35% de la population suisse romande. 35%, bah, finalement, ce n'est pas si choquant. On a vu qu'il y avait 34% aux États-Unis. Donc, ce chiffre ne paraît pas complètement aberrant. On peut se dire, ouais, il y a vraiment plus d'un tiers des Suisses, ou des Suisses romands en tout cas, qui sont favorables à l'interdiction des abattoirs. Par contre, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre, d'un côté, la Suisse alémanique qui est à 11%, la Suisse romande qui est à 35%? Bah, moi, j'ai ma petite idée. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça pourrait l'expliquer. C'est PEA.
En l'occurrence, l'association PEA est présente en Suisse romande et son mode de fonctionnement, c'est de mettre en avant des arguments éthiques, de parler de fermeture des abattoirs, de parler des animaux et de ne jamais parler de véganisme, jamais parler de bouffe. Alors qu'en Suisse alémanique, justement, les autres associations mettent pratiquement uniquement en fait en avant l'aspect alimentaire. PEA parle dans toutes ses publications de spécisme, on ne parle jamais de spécisme en Suisse alémanique. Alors, est-ce que c'est la seule explication? Probablement pas, mais ça ne me semble pas complètement aberrant de penser que ça y contribue. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est viser plus les citoyens et les citoyennes que les consommateurs et les consommatrices. Ce qu'on cherche à changer, c'est les convictions des gens, ou ce qu'il faudrait changer, c'est les convictions des gens et non leur comportement. Parce que quand on compare les deux types de personnes, le point de départ au niveau des citoyens, on a 35% des personnes qui sont favorables à la fermeture des abattoirs en Suisse romande. Les consommateurs et les consommatrices, on a 3% de véganes. L'objectif qu'on vise, en tant que citoyen, c'est d'avoir 51%, c'est de faire passer une loi, c'est d'interdire, de faire fermer les abattoirs via une loi. En tant que consommateur, en fait, on voudrait avoir 100% des gens qui sont véganes. Alors, on se rend compte que d'un côté, on n'a que presque 20% à obtenir, de l'autre côté, on a 97% devant nous. Si on se concentre sur les gens qui partagent déjà nos idées, à savoir les personnes en tant que citoyens et non en tant que consommateurs, mais en fait, on est très proche de la majorité. Là, on est à 35%. PEA existe depuis 5 ans. À supposer qu'en grâce en 5 ans, on ait fait pratiquement 20% de personnes favorables à la fermeture des abattoirs en Suisse romande par rapport à la Suisse alémanique, est-ce que ça veut dire que dans 5 ans, on aura 20% de plus et on aura la majorité? Je pense évidemment que non, mais c'est vraiment pour mettre ce parallèle, de dire, mais en fait, ce n'est pas aberrant de penser que c'est vraiment beaucoup plus pertinent de miser sur les citoyens que de miser sur les consommateurs et les consommatrices. Et ce qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est écouter les conseils des SRC. Les SRC, c'est les services de renseignement de la Confédération suisse, qui nous disent dans leur rapport annuel « La sécurité de la Suisse », extrémisme de la cause animale, pas de mouvement de masse. Le mouvement de la cause animale ou le mouvement de libération des animaux n'a pas le potentiel au cours de ces prochaines années pour devenir un large mouvement de masse, outre l'engagement requis au profit de revendications parfois populaires, on insiste là-dessus, parfois populaires, ils reconnaissent que nos arguments sont populaires. Cela signifierait en effet pour chacun et chacune d'adopter un mode de vie strictement végétarien, voire vegan, et donc de renoncer à tout produit d'origine animale. En gros, ce que nos adversaires nous disent, c'est qu'ils n'ont pas peur de nous, parce qu'en fait, tant qu'on mettra encore l'accent sur le fait de devenir vegan, de changer de mode alimentaire avant de pouvoir de défendre les animaux, en fait, on n'aura pas la capacité de devenir un mouvement de masse. Ce qu'ils nous disent, en gros, si on le relit, c'est arrêter de parler de devenir vegan et de devenir végétarien. Et là, vous pourrez devenir un mouvement de masse, à savoir récolter un tiers de la population suisse qui est déjà favorable à la fermeture des abattoirs. Voilà pourquoi je pense qu'il faut, en fait, paradoxalement, écouter ces conseils des services de renseignement. Et parce que eux, je pense qu'ils ne sont pas complètement idiots non plus. Ils ont bien conscience des enjeux qui se jouent. Et nous, on n'est pas capable de les écouter. Donc, si on résume, tout d'abord, la population partage déjà nos idées, mais ne les met pas en application. Un très bon exemple, c'était justement le cas des œufs de batterie en Autriche, ou alors la fermeture des abattoirs en Suisse ou aux États-Unis. Les gens sont d'accord avec ça, pourtant ils ne le mettent pas en application pour différentes raisons. Je ne juge pas de ces raisons, je me dis juste factuellement c'est ça. Ensuite, on nous dit, ou plutôt un point à constater, c'est que seul un mouvement avec beaucoup de soutien peut faire changer les choses. Et surtout peut faire changer les choses de manière durable, parce que c'est ça qu'on veut, c'est changer le monde de manière définitive.
On ne veut pas juste un petit changement et hop, après on retombe dans les pires choses. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui nous demandent au niveau de l'association PEA, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux devenir membre? Je ne suis pas encore vegan ou je ne suis pas encore végétarien, mais est-ce que je peux participer et puis venir à votre manif ou tout ça? Face à des personnes comme ça, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est les prendre dans les bras si elles ont envie et puis leur dire mais tout va bien aller. Oui, bien sûr que tu peux venir avec nous. Oui, tu peux militer avec moi. Oui, tu peux venir faire un tractage pour la fermeture des abattoirs. Je me fiche de savoir ce que tu mets dans ton assiette. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu milites, que tu vas avoir des revendications politiques, que tu vas essayer de faire changer les lois, que tu vas voter s'il y a une initiative populaire, tu vas voter pour la fermeture des abattoirs, même si tu votes avec un steak dans ton assiette à côté. C'est pas grave. Au final, si l'initiative passe que les abattoirs sont fermés, bah, tu accepteras de ne plus avoir de steak. Et tu es conscient de ça. C'est ce que les Américains ont dit. C'est qu'ils étaient conscients que fermer les abattoirs, ça impliquait de ne plus avoir de viande. Et finalement, le dernier point, c'est qu'avoir des revendications politiques permet de bénéficier d'un soutien plus large. Parce que, en tant que mouvement vegan, notre soutien, c'est des véganes, à savoir 3% de la population. Si on est un mouvement pour la fermeture des abattoirs, on n'a plus 3% de soutien, on a 35% de soutien en Suisse romande. C'est énorme. On passe de 3 à 35. On fait x10 au niveau du soutien à notre mouvement. Des personnes qui peuvent participer à des manifs, qui peuvent donner à des associations, qui peuvent justement militer dans ces associations. C'est vraiment, on a un soutien qu'on n'utilise pas à l'heure actuelle. Et ça, c'est dommage. Et en conclusion, une conclusion en plusieurs points. Tout d'abord, ne faisons pas un fétiche du véganisme. C'était la première partie. On a vu que la définition du véganisme, elle n'apporte pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, et agir en fonction de ça. Et pas de, est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est pas vegan. Parce que véganisme c'est pas égal à éthique. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué qu'une simple définition. Donc, ne faisons pas un fétiche du véganisme. Ensuite, c'est refusons la course truquée à la cohérence. Je vous renvoie à l'exemple du moustique. L'exemple du moustique, quoi qu'on fasse, on est foutu. Quoi qu'on fasse, on aura tort. Si on évite cette course, qu'on dit, en fait, et alors, je me fous de savoir si je suis cohérent ou pas, parlons de mes arguments. Et quand les gens se retrouvent face à des arguments, en fait, ils n'ont plus le choix. On les a désarmés. On leur a enlevé cette arme de l'attaque qu'ils avaient sur notre cohérence. Et le dernier point, ouvrons nos portes aux personnes qui partagent nos objectifs et qui peuvent nous aider à les atteindre. On a beaucoup de gens en fait au sein de la société qui sont fondamentalement d'accord avec le fait que c'est immoral de tuer des animaux sans nécessité. On devrait éviter de le faire. Et notre mouvement, on n'accueille pas ces personnes, on ne leur laisse pas de place parce qu'on leur laisse croire que les seules personnes légitimes à militer pour les animaux, c'est des personnes véganes. C'est faux. Tout le monde est légitime à s'occuper des animaux. Tout le monde est légitime à voter une loi pour la fermeture des abattoirs, même si ce n'est pas cohérent. Je préfère une personne pas cohérente qui vote pour la fermeture des abattoirs qu'une personne cohérente qui dit « Ah, mais en fait, moi je mange de la viande, donc je ne peux pas voter pour la fermeture des abattoirs. » Elle est cohérente, mais ça sera merdique pour nous. Donc vraiment, ouvrons nos portes aux personnes qui partagent nos objectifs et qui peuvent nous aider à les atteindre. Merci beaucoup pour votre attention.